Gamal Abina, observateur des questions internationales, cofondateur du MDC, Mouvement des droits civiques. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Il y a ce rassemblement aujourd'hui, autre événement aujourd'hui concernant le Yémen, les parlementaires de divers pays européens qui ont signé ce qu'on appelle l'appel de Paris pour la paix au Yémen, dans lequel ils plaident notamment également pour la suspension des exportations d'armes. Il y a une réelle prise de conscience, ça y est, enfin en Occident concernant cette guerre. Il a fallu l'affaire Khashoggi pour qu'on en arrive là. Le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, on a le sentiment, c'est un sentiment, encore une fois, qu'il y a une prise de conscience. Le souci principal, c'est que ça fait quand même depuis 2014 que cette guerre a été engagée, au départ sous forme de guerre civile, puis par la suite l'intervention de l'Arabie en 2015. Et il faut se rappeler qu'il y a eu une signature de contrat des États-Unis, mais pas seulement, 386 milliards de dollars d'armement. Le problème, c'est que l'Arabie est surarmée depuis 91, depuis la guerre du Golfe, qu'on continue à vendre des armes dans des proportions jamais égalées dans l'histoire de l'humanité quasiment, et surtout on continue sachant parfaitement la destination des armes. L'Arabie a décidé de faire une guerre parce qu'elle prétend avoir un problème avec les Iraniens, les chiites et les haïdites, mais quoi qu'il en soit, ce surarmement de l'Arabie se justifie par quoi? Par la dépense militaire qui doit être utilisée. Quand on achète des armes, c'est pas pour faire de la décoration, c'est vraiment pour les utiliser, faire la guerre. Et aujourd'hui, ils font la guerre. Alors justement, pour bien qu'on soit clair, quels sont précisément les pays qui vendent aujourd'hui des armes à l'Arabie Saoudite pour cette guerre au Yémen? Trois pays principaux. Évidemment, les États-Unis, ça c'est pas un mystère, qui ont eu le marché de l'Arabie depuis la guerre du Golfe de 91. Puis par la suite, évidemment, l'Angleterre, la France, qui sont les principaux pourvoyeurs d'armes à l'Arabie. C'est quasiment des rapports d'exclusivité. C'est-à-dire que ces pays-là, pour des raisons historiques, coloniales, passés très ancrés depuis 1945 avec le pacte Quincy avec les États-Unis, ont décidé de dire qu'ils sont les protecteurs de l'Arabie et qu'ils leur donnent les moyens d'avoir des moyens de protection militaire. Mais en vérité, ces moyens, ils n'en ont pas besoin. C'est juste un marché juteux. Quand l'Arabie est attaquée, par exemple, il y a la menace de l'attaquer en 91, les États-Unis envoient 300 000 hommes. Donc ils n'ont pas besoin d'armes en vérité, l'Arabie. Mais par contre, il y a beaucoup de pétrole et on donne le sentiment que si l'Arabie a beaucoup d'armes, elle est forte. Ce qui est un leurre. C'est une façon de faire de l'argent, quoi, tout simplement. Alors, certains pays européens, pendant la crise de l'affaire Khashoggi, ont décidé effectivement de suspendre leur vente d'armes. L'Allemagne, je pense à l'Espagne. La France, elle, a appelé à la fin de la guerre. Effectivement, il y a cet appel de Paris. Aujourd'hui, vous pensez qu'enfin, il y a, je le répète, une prise de conscience, mais qui va enfin donner des actes. Il y a vraiment un avant et un après. Un avant et un après Khashoggi. Déjà, on commence par l'affaire Khashoggi. C'est un crime indiscutable. Et il faut une affaire comme celle-ci pour se rendre compte que l'Arabie ne respecte pas les droits de l'homme. Pour nous endormir, lève quelques restrictions à destination des femmes, c'est mignon, ça fait plaisir aux Occidentaux. Mais à côté de ça, continue à mener une guerre infâme. Je rappelle tout de même qu'au Yémen aujourd'hui, on a 8 millions de personnes menacées de mourir de faim. 8 millions, c'est pas rien. Je veux dire, à l'époque, on parlait beaucoup du Sahel quand il y avait des sécheresses. Mais là, c'est 8 millions de personnes à cause d'une guerre, pas pour autre chose. Il y a 16 millions de personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des gens il y aura des conséquences incalculables qui vont durer encore des décennies. Et à côté de ça, on se dit, tiens, l'affaire Khashoggi, les Saouds sont pas si sympas que ça. Et finalement, il y a quand même le Yémen qui se fait bombarder. Mais c'est pas, le Yémen, ça fait longtemps quand c'est qu'il est bombardé. Le problème, c'est le courage politique. Qu'est-ce que M. Macron, qui est président aujourd'hui élu de la France, aura le courage de dire, effectivement, je suis prêt à sacrifier un marché juteux, au profit de quoi? Du droit international. Au profit de quoi? Du droit à la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'Arabie, mais pas seulement, du Yémen, qui est, je rappelle quand même, c'est un pays libre au départ, qui subit depuis très longtemps des guerres et qui aujourd'hui ne mérite pas ce qui lui arrive. On oublie toujours que le Yémen est un des pays les plus pauvres de la planète face à un des pays les plus riches. C'est ça la réalité. Et ce pays riche est suraidé. C'est hallucinant, quoi. Est-ce que c'est exagéré tout de même, on l'a vu dans ce rassemblement, de parler de complicité de la France, ou non, c'est quelque chose, qui est réel, qui correspond à une réalité? Bon, il n'y a pas de complicité dans les affaires, il faut être très clair. On a un intérêt, c'est un intérêt financier. S'il y a des morts à côté, ça s'appelle du collatéral, du dommage collatéral. Le but, c'est d'avoir un marché. On espère qu'on n'utilisera pas les armes, mais en vérité, on veut quand même vendre des armes. Ne pas vendre des armes à l'Arabie, c'est mettre des gens au chômage ou avec moins de travail, on dira. Donc ça, c'est une réalité. Le second aspect, parler de complicité, c'est un terme fort pour attirer l'attention. Je comprends qu'on utilise des termes forts qui sont marketing, mais dans les faits, c'est pas la complicité, c'est du business. Et le business, malheureusement, il n'a pas de cœur.
Le business ne regarde pas la couleur du porte-monnaie. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir s'il est en mesure de pouvoir faire de l'argent ou pas. Et le droit de l'homme là-dedans n'ont pas aucune part, bien évidemment. Vous êtes observateur effectivement de cette question depuis très longtemps. Quel est votre sentiment sur l'opinion des Français, l'opinion de la rue sur ce conflit? Finalement, on est un peu comme les politiques, un petit peu cyniques, on ferme les yeux. Ça fait, comme vous dites, du business où les gens prennent conscience de la situation catastrophique. Ça fait, comme je vous dis, ça fait 4 ans que cette guerre dure. Le problème, c'est qu'on nous met un saupoudrage de chiites dedans, d'Al-Qaïda, de tout un tas de structures radicales qui sont à l'intérieur. Donc c'est difficile de sensibiliser les gens à des groupes radicaux qui ont commis des attentats à Paris et leur dire le Yémen, c'est des gens bien. C'est compliqué parce qu'on mélange les cartes. Mais en vérité, quand on voit des images d'enfants qui meurent, quand on voit des images de massacres, quand on voit des images d'écoles détruites, finalement, tout le monde a un cœur. Et on se rend bien compte qu'il y a un problème. On se rend bien compte que les gens qu'on est en train d'assassiner là-bas, parce qu'on parle bien d'assassinat, on parle pas de guerre. Une guerre, c'est quand il y a deux armées face à face. Aujourd'hui, c'est des groupes de guerrieros face à un État surpuissant. Ils commencent à se rendre compte qu'il y a un problème, effectivement. Et concrètement, j'ai envie de vous dire, la population, en règle générale, n'est pas acquise à la guerre. Donc là, encore une fois, quand on voit ces images, on en voit très peu. Je rappelle quand même que c'est depuis l'affaire Khashoggi qu'on retrouve des images, comme s'il n'y avait plus personne au Yémen. Donc je pense qu'effectivement, les Français, il y a un retournement de tendance. Et j'espère maintenant, c'est un vœu pieux peut-être, que les pouvoirs politiques, particulièrement M. Macron, va écouter cette population qui commence à s'inquiéter de ça et fera comme Mme Merkel, qui était extraordinaire et qui a dit on arrête le vente d'armes. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas dit on va geler, on va discuter. Non, elle a été ferme. Et là-dessus, il faut suivre un exemple de qualité. Merci Jamala Bina d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci.